Bienvenue à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir à ce workshop sous l'égide du PMI. Donc, je suis la responsable du PMI Nouvelle-Calédonie, de la branche Horizon du PMI France. Philippe est aussi bénévole et s'occupe des adhérents et des bénévoles. Donc, on espère que vous souscrirez, que vous deviendrez membre à l'issue de ce workshop. Pour l'agenda, vous avez reçu un flyer et puis je vous ai remis le descriptif de cet agenda. Je commencerai par pas de ROI, pas de projet IA, Data IA. Adrien, l'accent sur Data IA pour l'inclusion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le découvrirez au fur et à mesure. Ensuite, un collègue Sinovette, où est-il, Franck? Il est à Montpellier. Interviendra. Donc la particularité de ce workshop-ci, c'est être centré sur l'humain. Vous verrez, vous comprendrez immédiatement avec l'intervention d'Adrien et Franck. Son intervention concerne la data et l'IA au service des sportifs de haut niveau, donc éviter les blessures. À l'aide de Sinovette, on fera l'introduction. Samuel Dodebar interviendra à partir de la Belgique, à Namur, en région wallonne. Il est géomaticien, chef de service data et Smart City à la ville de Namur. Et je pense qu'il y a un message intéressant pour les mairies et provinces, assez inspirant. Découvrirez. Jean-Luc, dont j'ai parlé, Jean-Luc revient de Séoul, au PMI Asie-Pacifique. L'annonce de la sortie du standard de l'IA auquel il a contribué. Et on bénéficiera en avant-première d'un exposé sur le sujet. Et le président PMI France, à partir du sud de la France, je ne sais plus où exactement, interviendra pour clore l'événement. Cet événement, en début juillet, a eu 4 déclencheurs. Généralement, ils se tiennent vers septembre-octobre. Il y a eu tout d'abord Adrien qui m'a relancé à plusieurs reprises. Il était impatient de présenter son sujet, sa solution. Je me disais, mais la sortie des standards de l'IA, là, à Séoul au mois de juin. Et donc, Jean-Luc Favreau est installé à Tahiti. Il fait régulièrement des allées et venues sur la Calédonie. Et la présence exceptionnelle aussi du sponsor ici en Calédonie. On a rencontré un certain nombre d'entre vous pour le présenter. Et le mondial, donc. Voilà les 3 déclencheurs. 80% des projets échouent. Alors, pour la partie PMI et les standards de l'IA ainsi que les frameworks pour mener les projets IA sont extrêmement importants. La gestion de projet IA a un poids très important dans la réussite des projets. Alors, les causes les plus fréquentes, déconnexion du métier, c'est-à-dire que les techniques se passionnent pour tester différents moteurs agents IA, sans vraiment s'intéresser à la valeur qu'il est nécessaire de créer pour le métier. Sous-estimation des données, évidemment, je viens du monde de la data. Donc c'est effectivement un piège très important. Et le manque de maintenance continue, c'est pas de livraison. Et puis il y a vraiment besoin de
faire un suivi permanent, une gestion permanente des applications IA. Moi, je vais reprendre quelques points de IDA qui m'ont intéressé. Déjà, moi, je vais faire. Alors, moi, je fais pas de projet IA, je fais juste des projets. S'il y a l'IA sur le chemin, bah, tant mieux, tant pis, mais je fais pas d'IA en particulier. Ensuite, pourquoi je me lève le matin? Bah, moi, j'aime bien résoudre des problèmes et surtout bien identifier des problèmes. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Observer autour de moi et puis bien décrire, bien détourer un problème, bien le nettoyer. Puis après, comme je dis, on le claque, voilà, comme on dit ici. Par rapport à déconnexion métier, ben, je pense que vous allez voir un petit peu comment on peut éviter de se déconnecter au métier. Sous-estimation de la donnée, ben, ça c'est un problème qu'on a, surtout dans le domaine de l'interopérabilité. Moi ici, je vais vous montrer comment j'ai traité ce problème-là avec du scrapping, hein, voilà, en l'occurrence. Et le manque de maintenance continue que j'ai embarqué dans le projet. Donc, ce que vous allez voir ici, en fait, c'est un projet qui est en prod, qui marche depuis un mois et qui est exploité par un certain nombre de personnes. Voilà. Et donc, le coût de la maintenance est embarqué dedans, la complexité de maintenance est embarquée, les choix ont été faits pour que ce soit durable et soutenable, puisque tout ça, c'est du temps perso. Donc, ça, c'est qu'un de mes projets. Et donc, si je veux en faire plusieurs, j'ai intérêt à ce que ce soit facile à maintenir. Et moi, mon ROI, donc tout ce que vous allez voir ici, mon ROI, c'est l'accessibilité. Donc c'est mon KPI numéro 1. Et évidemment, combien j'ai passé d'argent et de temps là-dessus. Et en termes d'investissement, alors grosso modo, je vais rentrer dans le détail, mais en gros, donc il s'agit d'investissement, c'est un mois de cloud. Et j'ai pas fait que ça avec. Et c'est pas un plan entreprise, donc c'est pas très cher. Et j'ai voulu aller vite et délivrer ça rapidement. Voilà pour la transition. Donc, on va aller dans le concret. Donc, tout ce que vous allez voir ici, tout ça, c'est que de la data. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de truc fait à la main. Tout ça, c'est uniquement issu de données. Il n'y a pas de saisie manuelle d'activité, il n'y a pas de reporting manuel, il n'y a rien de manuel. C'est tout un pipeline de données qui a été automatisé. Parfois un tout petit peu augmenté avec de l'IA générative, mais il faut vraiment comprendre que c'est vraiment à la marge. C'est le centre du sujet, c'est la data d'interopérabilité. Donc même ce joli dessin que vous montrerez plus tard, ça aussi c'est une façon de voir les datas qui sont au-dessus des datas, ce qu'on appelle les métadatas. Donc let's go. Voilà, donc interopérabilité et accessibilité, c'est vraiment les deux piliers de travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Et mes objectifs, c'est l'inclusivité. Alors ça, c'est un truc que je ne connaissais pas trop avant. Je n'ai pas trop creusé, mais vu que j'ai été confronté personnellement, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. La partie RSE aussi, où j'ai entendu beaucoup parler, mais il n'y a pas trop à quoi ça consistait. Et en fait, les deux premiers éléments, je voyais surtout ça comme un centre de coût, parce que c'est de l'investissement, et voilà. Et en fait, en développant ce petit produit-là, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire ça en avantage stratégique. Parce que les gens qu'on laisse sur le bord de la route, ben, ils ont aussi des cartes bleues. Et eux aussi, ils ont le droit de dépenser de l'argent pour acheter du service. Donc les gens qui laissent les œufs sur le bord de la route, ben, si d'autres sont capables de s'en occuper, eh bien ils le font. Donc ça peut être un investissement qui est louable pour ceux qui ont des difficultés à interagir avec les services digitaux. Voilà. En tant que développeur, c'est vrai que quand on fait un beau site, on se dit waouh, c'est super beau, et il y a quelqu'un qui vient, on regarde le score d'accessibilité, on voit que c'est minable, on se dit bon, attends, c'est super beau, on verra ça après, puis le après, ça ne devient jamais. Et la partie discussion business qui va venir s'intégrer directement après l'interopérabilité, où là, on peut monter dans les sphères, on peut faire des trucs super cool, super fun, super efficaces, très vite, et vraiment pas cher. Donc c'est là qu'on arrive à la disruption, et là c'est pas juste un truc pour se faire plaisir ou se faire mousser, vous allez voir, ça peut aller très très vite et être très utile. Donc voilà, moi c'est Adrien Salès, sur Twitter je suis Rastadidi, je blogue sur Devto et j'ai ma chaîne YouTube ici, et puis il y aura des contenus vidéo qui vont être rediffusés sur ces contenus, sur ces médias-là. Donc, je vais commencer par un truc que souvent les gens voient dans l'utopie. Moi j'aime bien les utopies, ça me fait un peu rêver. Il y a bon, même dans l'IT ou dans la littérature, dans l'IT en particulier, il y a des gens qui se sont dit bah, tiens, je vais inventer Linux, tout le monde rigolait.
puis on utilise Linux, et des gens qui disent l'open source, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Bah si, Postgre, bah, tout ça, c'est des choses qui marchent au quotidien. Et en fait, les utopies, c'est tiré d'un roman initialement, mais il y a un philosophe allemand qui a transformé ça non pas en un doux rêve, on dirait on est utopiste, on rêve, on plane un peu. Non, non, l'utopie c'est du boulot, et c'est surtout voir, le début c'est l'insatisfaction, la frustration, être capable de voir là où ça coince. Donc là il appelle ça le concept, en allemand c'est Mangel, le manque. Donc on a une insatisfaction, on a faim, et qu'est-ce qu'on va faire pour se sortir de cet état-là, si on est capable de le voir? On va commencer à voir, mais qu'est-ce que je n'accepte pas cette situation, je veux la changer. Donc soit je me révolte, soit je fais quelque chose, en tout cas je ne reste pas en l'état, je me bouge, je me sors de quelque chose, j'apprends des technologies, je me mobilise. Et ensuite, j'anticipe vers quoi je vais me projeter. Donc là, par exemple, une solution digitale, ou une technologie, ou mettre ensemble plusieurs technologies. Donc c'est ça le chemin que je vais vous montrer aujourd'hui. Et comme outil de base, la philosophie, donc ça c'est des formations que j'avais commencé à l'époque avec Jean-Luc Favreau, le design thinking. Et quand j'avais découvert ça, ça m'avait vraiment fait rêver. Et puis aujourd'hui, je continue à lire des bouquins sur le sujet. Donc en gros, le design thinking, donc, on propose des solutions innovantes, mais au centre c'est l'humain, c'est pas un truc de geek ou de nerd, c'est qu'au centre il y a l'être humain, et après on voit autour ce qu'on peut faire pour l'être humain. Et au centre, comme l'a montré tout à l'heure Ida, c'est les besoins réels des utilisateurs. C'est pas ce que je pense que l'utilisateur a besoin, c'est je déploie, je regarde, je prends des notes, peut-être que je vais prendre des vidéos, et je vais vraiment regarder comment il utilise, et puis ensuite, les réponses. Et la réponse, c'est pas une stratégie, c'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est en 2 heures, 3 heures, 2 jours. Et après, on continue. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, Paris School of Business. Ensuite, comme bouquin de référence que j'ai lu récemment et qui était super inspirant, donc si vous voulez de l'énergie, ce bouquin il est super, ça se lit très vite. Donc, 2 axes, le design, donc là c'est le présent, en gros, on va chercher le chemin pour aller vers une destination, généralement dans le futur, et le design thinking, on revient toujours sur centré autour de l'humain, quoi. Donc, le prototypage, toujours au centre de tout, on essaye tout de suite un petit truc qui marchouille, qui quand même répond un petit peu, puis on boucle dessus. Le brainstorming, donc on est capable de jeter son cerveau un petit peu dans toutes les directions, en arborescence, on jette, on itère, et puis on voit ce qui se passe. Alors pour faire ça, maintenant avec l'IA, c'est génial. Bon, sur papier ça marche très bien, mais avec l'IA on peut aller beaucoup plus vite, on peut aller plus loin pour trier, pour générer. Là, vraiment avec l'IA, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment lui balancer toutes nos idées, et après on peut les trier plus facilement. Donc, on peut perdre moins de bonnes idées. Un petit disclaimer pour commencer, pour éviter de froisser qui que ce soit dans la salle ou que ce soit mal interprété. Donc tout ce que vous allez voir là, en fait, c'est lié à la base sur un petit SDK qui vient scraper Aquavena NC. Tout ce travail-là, il ne peut pas être utilisé du sa licence pour faire de l'argent. Donc voilà. Et ce n'est pas une tentative agressive d'interrompre. Donc c'est ce que je détaille là. Donc allez, let's go, on va aller dans le concret maintenant. Voilà, donc ça c'est mon cadrage de projet. C'est très simple, ça prend une phrase. Et voilà, je ne l'ai pas inventé, hein, donc c'est des échanges. Donc maintenant tu as des problèmes de vue assez graves. Donc voilà. Désolé encore de t'embêter avec ça. Donc ça c'est au téléphone. Il faut que tu viennes me lire mes menus Aquavena afin que tu puisses passer commande. Donc sous-entendu, elle doit passer commande, elle est en retard, donc elle est en stress. C'est trop petit, entre guillemets, c'est écrit trop petit sur le papier qu'elle a dans son sachet noir qui est déposé devant sa porte. Même avec la loupe que je lui ai dit, j'ai dit maman, c'est bon, achète la loupe, arrête. Même avec la loupe, j'y arrive pas. Donc là, on a un contournement. Je ne peux pas lire. Et elle a une deadline. Donc voilà, donc ça c'est ma spec. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ça commence à me gonfler. Et là, je sais pourquoi vous rigolez. Ça ne me gonfle pas de venir vers la feuille, ça me gonfle qu'elle ne soit pas autonome parce qu'elle se dit, je suis dépendante, j'emmerde mes enfants et tout. Et c'est vraiment subtil, c'est vraiment important. Donc,
une fois qu'on est arrivé à ça, tout ce que je vais montrer ici, c'est pas du mock, hein, c'est du réel, ça marche. Et vous pourrez l'utiliser. Si vous voulez utiliser le SDK, vous pouvez l'utiliser, faire ce que vous voulez. Du moment que vous respectez la licence, c'est-à-dire vous ne participez pas, vous ne faites pas de pognon avec. En résumé, c'est ça. Et surtout, vous respectez la covenant. Ok, donc, quand on a commencé à faire de l'agile, il y a plus de 10 ans de ça, il y avait un truc que j'avais découvert, ça m'avait vraiment super plu, c'était cette notion d'effort et de Scrum Business Value. Je trouvais ça super élégant, parce qu'à la base je suis matheux, et je voyais les courbes et tout, je trouvais ça génial. Et à chaque fois on faisait des poker planning. Alors sur la complexité technique, bon, ça tenait la route. Mais alors je sais pas vous, mais moi la Business Value, d'ailleurs aujourd'hui il y a plus grand monde qui en parle. Et avec ce projet-là, je me suis dit, punaise, les scores d'accessibilité, donc en gros c'est est-ce que le site est visible ou pas. Je me dis, mais punaise, mais ça c'est un score. Et si jamais avec un peu de chance, on peut le calculer de manière automatique, alors ça y est, problème résolu. Donc en fait, la business value, c'est l'accessibilité, le score d'accessibilité avant d'avoir fait une itération, moins ce qu'il y avait avant. C'est pas très compliqué à comprendre. Et coup de peau, il y a plein de gens, dont Google, donc là, Lighthouse, c'est Google, qui ont implémenté des outils qui peuvent être mis dans des CI pour calculer ça de manière automatique. Donc ça nous amène à la slide d'après, Philippe. De la data, et que de la data, et pas du doigt mouillé, et on va faire ça en mode radical, et c'est mon premier prototype, j'en suis assez content. Donc, tout ce qui est documenté, même les screenshots en fait, là, c'est des exports d'un Jupyter Notebook qui est fait avec une technologie qui est super belle, je trouve très élégante. Donc, on a construit le pipeline, enfin j'ai construit le pipeline, pas de saisie manuelle, et tout est fait par introspection de code et d'activité de code. C'est-à-dire que, pour ceux qui me connaissent, bon, le développeur évidemment c'est moi, mais je n'ai pas demandé au développeur, et oublie pas de faire ton report de la semaine, savoir qu'est-ce que tu as passé comme type d'activité. Si je fais mes commits, si je documente ce que je code, ce qui est demandé à un développeur normal, ben alors tout se fait tout seul. Donc comme ça on ne perd pas de temps là-dessus. Donc ça c'est super important, et ensuite on va passer au concret. Donc, y compris les phases projet, eh bien en fait, elles émergent de la data. C'est-à-dire qu'avec l'activité de mes commits, et avec des techniques de machine learning et de concentration de cluster, eh bien je peux faire émerger les phases. Donc ça c'est a posteriori. Je ne l'avais pas planifié comme ça, mais d'après l'activité de mon code, eh bien en fait, j'ai ici mon MVP en fait, où the site is born. Donc là il y a un peu de formatage, mais la classification, si vous voulez, de ces phases, elles sont issues de la data, de ce que j'ai mis dans mes commits. Donc là, par exemple, moi ce que je voulais, c'était avoir les feeds RSS pour les menus et avoir les calendriers, parce que les feeds RSS, on peut avoir des alertes sur des assistants et tout, et je trouvais ça vraiment pratique. Donc ça, je l'ai ajouté, 24 mai. L'accessibilité, évidemment. Donc là, 24 mai. Ensuite, ce que je voulais, c'était faire une skill pour Claude, pour pouvoir interopérer encore plus efficacement, et puis faire des trucs en background. Donc là aussi, ça, je l'ai réalisé le 25 mai. Et, bon, ça, c'est la petite surprise, mais voilà, ça sort le 25 mai. Donc, toutes ces activités-là, ça, c'est issu de l'activité data sur mon code. Et ensuite, là, j'ai commencé à travailler. Alors là, j'ai eu de la dette technique. Donc, on verra ce que c'est l'incidence en termes de coût. Et ensuite, j'ai commencé à travailler ce que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire le benchmark, la data. Comment j'ai organisé les data pour pouvoir produire ce genre de temps. Sachant qu'après, évidemment, on peut le généraliser. Et ensuite, le truc super trendy, mais je vous assure, ça prendra très peu de temps en proportion. Tout ce qui est agentique, et on voit que vraiment c'est 1% du reste. Donc là, pas de reporting, on ne demande pas au chef de projet ce qu'il a fait, le chef de projet interroge le code qui a changé, et on fait émerger le plan de projet comme ça. Voilà. Il y a deux gros piliers en fait qui m'ont vraiment concentré mes efforts. Donc le numéro 1, le plus important, c'est l'accessibilité. Donc Lighthouse, l'accessibilité.
Web Content Accessibility Guidelines. Donc en fait, ce sont des, on va dire, le texte de loi, en gros. Il me dit, ben voilà, un site doit être fait comme ça, comme ça, comme ça, pour qu'il soit accessible à tous. Et puis ensuite, des outils et des règles qui viennent s'intégrer avec de l'intégration continue, de l'automatisation si vous voulez, qui me permettent de calculer des scores à chaque version. Donc je peux voir si je m'améliore ou si je régresse sur l'accessibilité. Ensuite, l'aspect de performance. Donc là, évidemment, ce n'est pas un sujet secret défense, évidemment. Mais la performance, ça a deux aspects, c'est-à-dire, est-ce que je peux déployer très vite? Est-ce que je suis très rapide pour déployer une nouvelle fonctionnalité? Comment est-ce que je me situe par rapport à l'international? Comment j'augmente ma vitesse de délivrer de la valeur? Le ROI, évidemment. Combien ça m'a passé de temps pour délivrer des fonctionnalités? Alors ça aussi super intéressant, parce qu'au début je connaissais le DORA européen, mais il y a le DORA qui a été inventé par Puppet et qui est utilisé par Google. Donc eux, ils ont des métriques pour dire, ils classent les gens en fonction de à quelle vitesse ils peuvent délivrer des patchs, des fonctionnalités, et on sait comment on se classe. Donc voilà, on verra ça. Et ensuite dans la performance, avec du machine learning, savoir quand on commence à faire une fonctionnalité, combien elle va coûter avant de la développer. Donc le PDCA, je pense que tout le monde connaît. Ici, on va augmenter sur l'accessibilité, tout simplement. Donc c'est ça le facteur clé. Ça, c'est le data vise. C'est généré avec du R en l'occurrence. Donc ce graphique-là, ça c'est violet, c'est injecté avec du code. Mais ça, c'est des vrais scores. Donc si je relance une génération, bah, ici, peut-être avec un manque de peau, une réquestion, je vais tomber à 95. Donc là, on voit mes évolutions. Au début, quand j'ai lancé le projet, j'étais à 91 de score. Et là, maintenant, je suis à 100. Donc, je suis super content. Et en termes de boucle d'amélioration continue, eh bien, en fait, voilà, les CLI Tools. Donc là, c'est des outils qui vont permettre de mesurer l'accessibilité de mon site. Donc, c'est le numéro 1, c'est ce qui m'intéresse le plus. Les audits d'accessibilité. Ça, c'est la partie database. Donc ça, c'est le pipeline data qui va me permettre de savoir où est-ce que je pars, combien ça me coûte, ce genre de choses. Reporting sur les scores. Et puis ensuite, les checks avec de la CI en classique, c'est du dev, tout ce qui est plus normal. Évidemment, si jamais il y a des bugs. Et la partie déploiement. Puisque ça fait partie des métriques. Combien de temps je peux déployer par jour, combien de temps ça me prend, quelle énergie. Donc le pipeline de préparation du site, il est très simple. D'abord, un petit SDK Python, donc il va venir sur la page et qui va scraper. On dump un fichier JSON sur la repo, sur l'open data, la repo est open source, le SDK aussi. Ensuite, on produit un site statique avec Astro, parce que c'est beau et très léger. Donc on a un site HTML hébergé gratuitement sur GitHub. Donc haute dispo de dingue comme on dit. Et puis voilà. Donc ça, j'aurais pu faire une boucle. Ça tourne tous les jours et puis ça se fait. Il y a l'achat, c'est responsive, etc. Donc voilà, ça c'est le pipeline. Ça c'est le pipeline de l'application. Et à la sortie, voilà le résultat. Donc ça, c'est la vision qui m'intéresse moi. Donc ça marche sur laptop, ça marche sur tablette. Et surtout, ça marche sur téléphone parce que ma mère, elle a un protocole, c'est téléphone, tablette, et pas d'ordinateur. Donc j'ai un peu galéré, j'ai mis du temps, mais voilà. Donc l'interface, très haut contraste. Au début, j'avais du mal à... Bon, j'ai eu des problèmes de score. Donc en faisant les patchs, et là avec Claude, alors ce qui est marrant c'est de développer comme ça, c'est que si dans la CI vous mettez des checks sur accessibilité 95%, Claude va démarrer, il va faire un dev, la CI va planter, il va lui dire non, ça fait 95, j'attends 97, ah oui c'est 97, ah je vais patcher, je fais ça, je refais le test, ah oui c'est bon c'est 98, ah non je vais pas limiter, donc il se déroule tout seul, on est là, on est spectateur, et là, ça passe. Voilà, ça c'est la méthode de dev.
Et après, pour le design, voilà, laisser à l'utilisateur final le fait de agrandir, rétrécir les lettres, tout ce genre de choses. Et ensuite, pour ceux qui ont vraiment du mal à lire, on peut cliquer et puis ça lit les menus. Donc comme ça, on n'a pas, si vraiment on a des gros problèmes, on peut faire ça. Donc ça, c'est l'interface. Si vous cliquez, vous allez tomber là-dessus. Avec Astro, ce qui est bien, c'est que sur téléphone, c'est une PWA, donc même s'il n'y a pas Internet, les personnes âgées, des fois, elles n'ont pas Internet, elles ne se rendent pas compte, ça continue à marcher, et puis il n'y a pas de panique, il n'y a pas de problème. Voilà pour l'appli web. De où on est parti, de où on va. Alors, sur les sémantiques, ARIA, ça c'est des sémantiques sur le HTML, donc il n'y a pas de révolution, là, on est plutôt pas mal. Par contre, sur le choix des couleurs, sur l'appli qu'il y a maintenant, là on est vraiment là, on est au top en fait. Et également sur la structuration du HTML, on est vraiment au top. Donc là on voit que sur l'arc de cercle, là on a vraiment un très gros gain sur la partie contraste. Voilà. Et ça, évidemment je l'ai vérifié en être humain, mais c'est la CI qui me le dit, donc c'est mesurable. Et dans le temps. Donc là maintenant ce que je vais vous montrer, ça va être l'unboxing par l'intéressé. Donc à gauche j'ai mis quelques feedbacks. Donc ça c'est les personas quand on est sur des vignettes, j'en ai fait avec Jean-Luc, c'est bien, mais quand on a un personnage dans la vraie vie, ça change complètement les choses, quoi. Donc malgré mes lunettes, je ne peux absolument rien lire du tout. Ça c'est paniquant, je pense. Quand on vit ce genre de choses, c'est paniquant. Quand on n'est pas en maîtrise, dans 15 jours, c'est après, ça vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis je vous laisserai noter les remarques qu'il y a pendant qu'elle parle et qu'elle fait la démo. J'ai pas fait 3 prises, il y en a fait une seule de prise et c'était la première et la dernière prise pour cette unboxing. Coucou Maman, donc ça y est, tu as reçu tes menus de la semaine, c'est ça, voilà, sur Aquavena. D'accord, mais là je peux rien lire. Ok, c'est trop difficile avec les problèmes de vue. Voilà, c'est ça, malgré mes lunettes, je peux absolument rien lire du tout. Ok, bon alors, et avec l'application, alors ça dit quoi? Alors, je prends mon téléphone. Attends, je mets... Vas-y, je mets le code. Prends ton temps. Voilà. Ah bah t'avais déjà l'application ouverte. Voilà. Et donc là c'est bon, t'arrives à lire les menus que tu veux et tout. Alors non, ça c'est les menus... mais attends. C'est les menus des semaines passées. C'est le menu de la semaine qui vient. Dans 15 jours, c'est après. C'est la semaine prochaine, ça. Vous voyez ce qui se passe là? Voilà, attends, ça arrive, ça arrive. On n'est pas pressé. Voilà, lundi 8 juin. Alors, t'arrives bien à lire? Alors là, j'arrive à lire tout à fait. Alors j'ai pris le tagine de boulettes de lentilles et chou-fleur, sauce orientale, épinards au citron confit et raisins secs, carottes rôties. Ça fait envie, hein? Ouais. C'est bon, j'adore. Bon, bah c'est super. Avant, il fallait que tu m'attendes pour que je te lise le papier et tout ça. Et donc après, la suite du processus, c'est quoi? C'est que tu notes sur une enveloppe en gros, à la main? Je note sur un papier, en gros, que je puisse relire. Ouais. Et puis je téléphone à Aquavena pour leur donner ta commande. Bon, bah super. Voilà. Bravo. Du coup, maintenant, tu es autonome sur le choix de tes menus. Exactement. Je te remercie beaucoup. Ça me rend bien service. Je te remercie beaucoup. Qui? Mon chéri. Ah voilà. Et bravo pour la séance de test sur l'application mobile. T'es au top. Merci. Donc là, quand j'avais fait cette démo, je suis arrivé, j'étais super content et tout, et de la voix qui scrolle. En fait, je me rends pas compte tout de suite. Je regarde la vidéo en rentrant chez moi, je fais merde, c'est nul, c'est beaucoup trop de scroll, quoi. Beaucoup trop de scroll. Donc on arrive à l'étape d'après, donc je fais le patch, je release le soir même, en quelques minutes. Et on arrive à ça. Coucou maman, donc nous revoilà sur l'application. Et la dernière fois, en fait, j'étais bien content de ce que j'avais livré comme application.
Mais en fait, quand j'ai vu la vidéo, je me suis aperçu que tu scrollais vachement. Et il faut que tu m'expliques en fait ce qui n'allait pas, enfin ce qui pouvait être mieux en tout cas. Oui, voilà, il y avait les menus qui étaient affichés remontaient trop loin dans la semaine précédente. Ce qui fait que les commandes se font 15 jours à l'avance. Ah oui. Donc il faut que les menus qui s'affichent ne soient pas de cette semaine-ci, mais de la semaine prochaine. D'accord, ben ça je vois, je l'avais pas compris. Donc en fait c'est une application qui est spéciale pour commander les menus dans le futur. C'est pas pour regarder ce qu'il y a aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Ok, ben, voilà, donc ça en même temps je peux le faire aussi, hein. Je peux le faire. Mais c'est pas conseillé puisque c'est pour commander. Parce que j'ai sur ma tablette, après j'ai les menus qui s'affichent de la semaine, donc j'ai pas besoin de ça. Ok. Donc vas-y, alors montre-moi, je t'ai fait la modification et tu vas me dire si ça marche comme tu veux. Je vais sur l'application. Alors on va voir. Voilà. Alors, ben voilà, lundi 8 juin. Donc là on est le combien là? On est le premier aujourd'hui. On est le premier et donc ça voilà. c'est la semaine prochaine, c'est nous la semaine prochaine. Donc là tu es prête pour... C'est ce que j'ai commandé jeudi dernier. Ok. Parce que les commandes se font tous les jeudis. Ok. Donc là, voilà, donc c'est ce que tu voulais. Ouais, tagine de boulettes, mon petit chou-fleur, c'est ce que j'ai commandé. Ok. C'est ça. Et je l'ai fait un petit bonus. Donc si tu swipes vers la gauche ou vers la droite, tu vas changer de type de régime en fait. Voilà. Gourmand. Tu peux te balader. Et il suffit de swiper n'importe où. Voilà, il y a tous les types de menus qui s'affichent. Voilà, et après tu peux faire en vertical si tu veux voir la liste des menus une fois que tu es sur une catégorie. Ouais, c'est super. Voilà. Donc tu es complètement autonome maintenant pour ça. Oui, complètement. Bon, super. Merci. Merci, monsieur. Et ben voilà. Ah, voilà. Merci à toi. Bravo. Voilà. Donc au début, moi j'ai fait une application pour consulter les menus, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est une application pour commander des menus. Et c'est pas du tout pareil. Et ça met en valeur le processus de commande qui est super intéressant de Aquavena, c'est-à-dire qu'avec leur fournisseur, ils commandent 15 jours à l'avance. Et donc c'est des prix super intéressants, il n'y a pas de gâchis. Et les valeurs de ligne par rapport à la PMI, c'est super intéressant. Donc en fait, ils ont un pipeline qui est vraiment super intelligent. Et c'est comme dans n'importe quelle activité, au plus on s'y prend à l'avance, au moins ça coûte cher et au moins on gâche. Donc ça c'est super intéressant. Et dans le design thinking, par exemple, c'est ce qu'on va voir après, est-ce que le processus a l'air compliqué, c'est-à-dire qu'elle va passer commande sur le téléphone, l'écrire sur un papier et après consulter. Mais en fait, en design thinking, c'est des choses qui ne sont pas rares. Dans le domaine bancaire, par exemple, il y a une boîte qui s'appelle IDEO, une start-up qui existe toujours, et ils se rendaient compte que les gens, chez eux, ils avaient souvent une jarre avec plein de petites pièces. Et les banquiers se sont dit, ouais, c'est dommage que ce soit là, dommage que ce soit pas chez nous. Et donc, ils ont inventé une espèce de tirelire dématérialisée pour que les gens puissent mettre de manière tranquille et régulière de l'argent dans ces endroits-là pour les faire fructifier et qui restent néanmoins accessibles. Et ça, c'est des pratiques qui sont typiquement de design thinking. C'est-à-dire qu'on va pas révolutionner les habitudes de l'utilisateur, on va voir comment il fonctionne et on va lui livrer un truc et on va voir s'il va s'en saisir. Là, évidemment, le passage, il n'est pas en force. Il faut que les gens les adoptent, sinon ils vont ailleurs, quoi. Donc, la suite, le slide d'après. 3 minutes. Ouais. Le slide d'après, c'est la commande. Non, ça on l'a déjà vu. Non, pardon. Hop, voilà, c'est ça. Le slide d'après, je vous montre que en fait, les menus, elle les consulte par mail. Parce que pour elle, c'est plus pratique. Donc, il n'y a pas d'application unique, c'est un ensemble d'applications un peu pratique. On va gagner du temps. Là. Je fais quoi? Non, tu fais rien, tu fais la soit suivante. Ok. Ça, c'est tout le pipeline de data. Et donc, les reporting que je vous montre aussi, ça finit ici dans le report.pdf. Donc, c'est un Jupyter Notebook avec du R. Et ici, je prends les données de score, les données de code. Je remplis une base de données, si tu peux mettre la slide d'après, relationnelle. Il n'y a pas d'IA, c'est une base de données avec des contraintes d'intégrité, des références de commit, tout ça. C'est un modèle complet. Comme vous pouvez voir, il y a extrêmement peu de tags qui ne sont pas reliés aux autres. Et ensuite, en exploitant ces données-là, avec des techniques traditionnelles, je peux enfin mesurer
ce que j'avais prévu comme business value. C'est-à-dire que là, on voit que très tôt dans le projet, en fait, j'ai atteint les 100% de business value de score, ce que je visais. Donc, si on était parti en mode linéaire, on était parti comme ça. Mais vu que j'ai fait du bon boulot, on est parti de Aquavena qui était un score de 90, c'était la base. Ben, moi, je suis monté à 100 très rapidement et ensuite, je me suis fait plaisir, j'ai itéré. Et là, on voit que j'ai mes releases. Donc, où est-ce que j'ai passé du temps après en me faisant plaisir et en dépensant des tokens? La vélocité. Donc, vous voyez, c'est vraiment les sprints agiles. Là, on voit que j'ai pris une douille en termes de dette technique et de sécurité, parce que j'ai voulu voir un peu pousser l'exercice. Donc là, j'avais un problème de sécu. On voit le nombre d'évolutions de lignes de code. Donc on voit vraiment les phases projet. Là, j'ai une phase de stabilisation, là aussi. Je n'ai pas demandé aux développeurs de me faire ce reporting. Ils tombent tout cuit. Et là, on voit que, par exemple, ah merde, je ne sais pas comment c'est le problème avec la bonne version de Tailwind. Eh ben, c'est en faisant qu'on apprend. Si j'avais fait ça dès le début, je n'aurais pas cramé ce temps-là, parce que tout ça, c'est du token. J'ai rien codé à la main. Et donc ça, c'est un surcoût que j'aurais pu éviter si j'avais mieux fait ma CI en amont. Le coût, ici, c'est du token. Et donc, avec mon analyse de données, j'ai pu corréler les commits avec les tokens que j'ai dépensés. Et donc là, ici, on voit que ça coûte cher. Ça coûte cher de faire certaines choses au mauvais moment. Donc là, je sais exactement combien j'ai dépensé. Et surtout, avec quel modèle. Parce que là, sur lui-là, il était un peu touchy à faire, donc j'ai basculé sur du Opus 4.7. Donc ça m'a coûté plus cher. Ensuite, après, j'ai été assez stable. Et après, on voit que j'ai basculé mes dépenses, les dépenses projets, vu que j'ai les a validées, sur l'analyse des données. Donc en fait, ce projet, là où j'ai dépensé de l'argent, c'est sur l'analyse de données, pas sur la réalisation du produit. Donc j'ai un reporting qui est extrêmement précis, et je sais exactement quand et comment j'ai dépensé mes tokens. Voilà. On va faire plus vite. Ensuite, en analysant les commits, j'ai voulu, comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire très simple, mais si on commit propre, si on développe proprement et qu'on respecte les bonnes pratiques, on peut identifier, sans demander aux développeurs, sur quel domaine applicatif ils ont travaillé, et ensuite commencer à prédire des choses, et à mettre les choses en relation. Donc ça, c'est des techniques de machine learning, c'est pas de l'IA, mais avec de l'analyse. Je sais que ici, j'ai fait des évols fonctionnels. Là, j'ai eu des bugs ou des régressions. Là, des petits problèmes de style. Ça, c'est des problèmes de stack, un peu de documentation, pas grand-chose. Un peu de refactoring, donc là, c'est cool. Bon. Je suis plutôt content de mon travail. En termes de comparaison, d'où on part, donc le score d'accessibilité, je suis parti de 80 sur Aquavena, et je suis monté à 100%. Donc là, je suis très content, et le client aussi. Et en termes d'accessibilité, le score Lighthouse, donc, avec les outils de Google, donc je suis à 100, et sur les erreurs d'accessibilité, 31, 0. Donc là, c'est très satisfaisant, très bien. Et c'est des outils, hein, donc là, tout ça, c'est des outils qui calculent, hein, c'est pas moi qui le fais. Après, en termes d'accessibilité et puis de vitesse de connexion, bon, alors évidemment, ça pour les anciens, ils vont apprécier, le validateur W3C. Donc on est vraiment bien, on a zéro warning. Et surtout, le poids des pages, là c'est vraiment excellent parce que les pages elles sont toutes petites, elles sont toutes compactes. Donc quand on est en mobile, ça coûte que dalle, quoi. Donc c'est intéressant. Et là ça devient vraiment passionnant, c'est que après je me suis dit, ben, tiens, on fait ça sur les malvoyants. J'ai eu la chance d'avoir Lighthouse, d'avoir tous ces outils-là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont de la dyslexie, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont du mal à appuyer sur un téléphone, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là, et puis c'est pas exhaustif. Et je me suis dit, ben, tiens, ce qui serait intéressant, c'est de mettre une brique d'abstraction qu'on pourrait entraîner et à qui on dirait, ben, vas-y, utilise ce service-là et voir et générer le score et générer ce même type de processus. Le reste, c'est suivi, quoi.
Donc là, pour moi, l'agentique, c'est ça, c'est faire des agents qui ont des problèmes d'accessibilité pour les tester et pas embêter les gens physiques dans la vraie vie. Là, c'est là où on gonfle les muscles. Donc, Dora Scorecard dont je vous parlais, ça, c'est les scores de performance. Donc, moi, je suis assez content parce que 2,5 déploiements par jour, donc je fais partie de la catégorie élite. Vous pouvez classer vos déploiements comme ça, vous pouvez vous placer sur cette carte-là, vous regardez, vous demandez vos techniques des Ops. Bon, alors toi, tu déploies combien? Donc, moi, je suis élite. Ici, entre le moment où j'ai une idée de changement et le moment où il est en prod, 15 minutes. Donc là aussi, je suis élite. Quand je me plante, ou quand j'introduis une régression, 4,3% de temps, je me plante. Donc je suis toujours dans l'élite. Et quand j'ai un incident, un bug, donc là c'est la régression de Tailwind, ça fait mal, ouais, quand même moins d'1 heure. Quoi. Donc c'est excellent. Donc je suis dans le domaine élite. Vous pouvez comparer vos projets comme ça. Ça c'est les détails de ce que je vous ai montré. L'évolution du projet. Souvent on fait du reporting quand on demande aux gens de remplir des formulaires. Moi je ne remplis pas des formulaires, mais grâce à ma base de données, je peux voir les transitions de phase projet. On voit le build et ensuite le benchmark. Vous voyez que ici c'est toute la partie analytique data que j'ai préparée par la suite, dont je vous parle aujourd'hui. Et ici la partie site avec fonctionnalité pour l'utilisateur final. Donc, si j'avais décidé que mon produit c'était ça, j'aurais divisé mon temps projet comme ça et j'aurais économisé temps. Voilà. Et également le sacro-saint reporting, le build, le run, combien tu as passé, n'oublie pas de remplir les formulaires et tout. Moi, je n'ai pas rempli de formulaire, j'ai regardé les commits, j'ai regardé ma base de données, et j'ai mon split build run en fonction de ça, parce que les développeurs sont sérieux, c'est-à-dire moi. Mais quand je commit, je dis ce que je fais. Très simplement, une phrase suffit. Donc ça sort, et c'est à la réalité du terrain. Et c'est scalable. Je vais zapper ça. Ça aussi. Ça, c'est la généralisation des agents d'accessibilité. L'idée, c'est un peu comme les world models, pour ceux qui ont suivi, c'est de faire des robots malvoyants, des robots dyslexiques, des robots aveugles, et puis on les lance sur des services et on ressort des scores. Et voilà. Et toujours avec le test humain qui est malvoyant, qui vient entraîner le robot malvoyant. C'est-à-dire que le robot malvoyant, lui, il est sur la CI, il est disponible tout le temps. Et là, on ne va pas venir les embêter toutes les 10 minutes. Donc là, en termes de développement, ça va super vite. Et ensuite, on va se faire plaisir à la fin, promis Philippe. Donc, beaucoup de gens ont entendu parler de MCP, donc moi j'en ai fait un au-dessus du SDK, donc il est disponible sur Hugging Face. Donc pour ceux que ça intéresse, pour les êtres humains, ça ressemble à ça. Donc, si vous cliquez, vous allez tomber sur une petite interface web, pas très belle, mais qui est juste en termes de données. Mais les MCP, ça pour les IA, c'est génial. Donc on va pouvoir passer à la slide d'après. Si on a MCP, alors on peut faire l'IA, et si on a l'IA, alors on peut avoir des robots. Et donc si on clique, et là par contre il faudra mettre le son un peu plus fort. Salut Richie, comment ça va? Je vais très bien, merci. Comment puis-je t'aider à choisir ton repas ici aujourd'hui? Ben, je suis très sportif, je fais des sports type triathlon et je voudrais que tu me choisisses un menu pour lundi. Dans ce cas, je te recommande vivement nos formules spéciales pour sportifs, conçues pour optimiser tes performances et ta récupération. N'hésite pas à consulter notre site web pour plus de détails sur nos offres dédiées. Ben, propose-moi un plat pour lundi midi dans ce cas. Pour lundi midi, je te conseille l'aquasportif, fricassé de poulet au foie de volaille, fondu de poireaux et risotto de quinoa. C'est un bon combo protéines plus énergie pour un profil triathlon. Ok, ben je vais téléphoner pour commander. Tu peux me dire comment faire? Parfait. N'hésite pas à les appeler au 23 65 95 pour passer ta commande. J'aimerais bien passer au magasin aussi, peut-être pour prendre un abonnement. C'est où? Notre boutique est située au 13 rue de Charleroi à Nouméa. Tu pourras y découvrir tous nos produits et discuter des abonnements disponibles avec notre équipe. Bon, bah super, bah, j'ai tout ce qu'il faut, on peut s'arrêter là alors.
Merci. Des bisous et à très bientôt. Il rentre en hibernation. Et donc si j'avais mis les outils, comment téléphoner, si j'avais mis les outils, il téléphone pour moi, il fait tout pour moi. Donc, et ce sera la dernière slide. Oui. Le design thinking, toujours dans ce même livre, moi ce qui m'a vraiment plu, c'est voilà, la compromission et le futur. Donc on se compromet, c'est-à-dire au sens où on n'est pas intègre avec soi-même si on fait des produits qui sont triviaux, qui servent à rien. Ça c'est une compromission, ça sert à rien. On perd notre temps, on ne se respecte pas, on se compromet, on compromet notre société si on ne répond pas au challenge avec les nouvelles technologies. C'est très concret, il faut penser à aller plus vite, à faire moins cher, et également s'occuper faire attention aux profits à court terme, et surtout si c'est au détriment de la planète, vraiment il faut faire attention à ce genre de choses. Et donc le design thinking, ça permet de faire ce genre de choses. Voilà, je vais terminer là-dessus. Ok. Merci.